Bonjour à tous. On va démarrer ce webinaire. Je suis Léa Jacquet de Haut de Formation. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire consacré au sujet qui est devenu clé pour beaucoup d'organisations. Comment structurer efficacement les usages de l'IA dans l'entreprise. Pour animer cette session, nous accueillons aujourd'hui Quentin Sornon, qui est expert en gouvernance IT, transformation numérique et stratégie IA, avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Son approche est très concrète et orientée terrain, et donc c'est justement de ça qu'il va parler aujourd'hui. Donc bonjour Quentin, bienvenue. Bonjour à tous. Je te passe la parole. Très bien. Donc, comme l'a introduit Léa, on va parler d'IA aujourd'hui, donc d'intelligence artificielle, donc dans nos organisations. Donc, c'est un sujet qui est très à la mode, l'intelligence artificielle, depuis maintenant quelques années, mais on va dire plus précisément en 2026, ça a vraiment explosé. Donc, on va voir un petit peu déjà pourquoi et de quoi il s'agit. Donc déjà, pourquoi les organisations elles stagnent avec l'IA? Comme on l'a dit, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses qui sont essayées, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément des usages, des résultats qui sont à la hauteur des attentes. Donc, on a des usages qui explosent, ça on l'a bien compris, hein. Donc, il y a une adoption massive des collaborateurs, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. C'est vrai que les gens utilisent l'IA. Il y a une multiplication des outils, on le voit aujourd'hui, il y a énormément d'outils sur le marché, de plus en plus. Il y a bien sûr des gros modèles dominants comme ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'outils et chacun y va de son outil et de son marketing au niveau de l'IA. Donc il y a énormément d'outils maintenant à disposition. Et surtout, il y a une généralisation des expérimentations, c'est-à-dire que chacun, justement, essaye, voit comment l'IA pourrait l'aider dans son organisation ou à titre privé. Et voilà, chacun fait un peu des cas d'usage, essaye un petit peu ce que ça peut faire. Que ce soit à titre humoristique, on va dire, sur des filtres ou des modifications ou ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire une personne qui va prendre l'apparence d'une autre personne. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et des choses un peu plus travaillées, on va dire, qui vont avoir plus un intérêt en contexte d'entreprise pour l'aide à la rédaction, par exemple, ou la synthétisation de documents, des choses comme ça. Ça, on verra plus en détail justement pendant ce webinaire. Donc, un chiffre important de McKinsey, c'est que 72% des organisations utilisent déjà l'IA dans au moins une fonction métier. Voilà, c'est quelque chose qui est largement implémenté. Il y a des initiatives à tous les niveaux. Et c'est vraiment quelque chose qui se répand de plus en plus et qui va être de toute façon, dans les années à venir, inévitable. Donc, par contre, ce qu'on remarque, c'est que parfois, il y a des résultats qui sont limités. Malheureusement, voilà, il y a beaucoup d'initiatives, mais de temps en temps, c'est un peu de la poudre aux yeux, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a peu d'impact qui est mesurable. Niveau business, on n'a pas forcément un impact qui est clairement mesurable, qui est clairement défini et qu'on peut suivre. Les initiatives sont souvent isolées, c'est-à-dire que ce n'est pas une stratégie qui va partir du groupe ou qui va partir de la société ou même de la DSI qui va être portée au niveau de la société pour une implémentation, on va dire, tentaculaire de l'IA. Ça va être des choses plutôt isolées, des cas d'usage ou des gens qui sont un petit peu technophiles, on va dire, qui vont vouloir implémenter quelque chose et qui vont porter ce projet au niveau de leur direction, au niveau de leur entreprise. Donc c'est vrai que voilà, on a encore ces choses-là, des initiatives plutôt isolées, avec du coup comme conséquence une difficulté à passer à l'échelle. Vous imaginez bien que voilà, si quelqu'un porte son projet à bout de bras au niveau de son entreprise et qu'il arrive à implémenter son cas d'usage, forcément, il va l'adapter à ses besoins, il va l'adapter pour lui, pour son contexte, pour le travail qu'il a à faire, et ça ne va pas forcément être réplicable, ça ne va pas forcément être utilisable par le reste de l'entreprise. Donc voilà, des difficultés à passer à l'échelle au niveau de l'entreprise sur ces initiatives qui sont souvent isolées. Et donc, tous les grands cabinets sont assez d'accord, c'est-à-dire qu'il y a quand même un consensus sur toutes les synthèses, parce que tous les cabinets forcément parlent de l'IA, hein, vu que c'est la grande tendance du moment. C'est que seule une minorité d'entreprises ont réellement déployé l'IA à l'échelle des organisations.
Aujourd'hui, on reste plutôt sur des choses, voilà, comme on disait, des initiatives isolées, des gens qui ont une certaine appétence pour la technologie ou qui sont intéressés par ces sujets, mais l'initiative n'est pas forcément portée au niveau du groupe, au niveau de la société en elle-même. Et enfin, souvent, ça amène au Shadow IA. Donc, le Shadow IA, déjà, qu'est-ce que c'est pour définir un peu le terme? On a beaucoup parlé de Shadow IT ces dernières années. En gros, c'est l'utilisation non validée de l'informatique. Donc, c'est surtout arrivé avec le cloud. Donc, le cloud a permis d'accéder à des logiciels très facilement avec une adresse email. Et voilà, les gens s'inscrivaient, on va dire, sur des plateformes pour pouvoir les aider dans leur travail, mais des plateformes qui n'étaient pas encadrées ou qui n'étaient pas autorisées par leur organisation et qui, voilà, potentiellement, il y avait des fuites de données sensibles et confidentielles de l'organisation vers ces outils-là qui n'étaient pas maîtrisés. Donc, on remarque la même chose justement avec l'IA, qui a été appelé justement Shadow IA. Donc, on a l'utilisation d'outils non validés. Je pense que tous, aujourd'hui, à titre personnel, vous utilisez justement des outils IA, ou en tout cas une grande majorité. Maintenant, ça devient aussi assez transparent, c'est-à-dire que, par exemple, Meta avec WhatsApp a commencé à intégrer son IA dans WhatsApp. Il y a des choses qui sont intégrées dans nos outils quotidiens qui font que même si on n'est pas forcément au courant, on utilise l'IA ou en tout cas des dérivés d'IA. Je pense que vous utilisez tous une application bancaire, par exemple. Aujourd'hui, la grande majorité des banques a mis en place des chatbots ou des aides qui sont basées sur l'IA pour améliorer leur service client. Donc, c'est des choses que vous utilisez potentiellement déjà, que vous ne savez pas forcément que c'est de l'IA, ou en tout cas, vous n'en avez pas forcément conscience, mais en tout cas, c'est déjà partout et énormément d'entreprises ont des cas d'usage et ont déjà des choses de déployer. Donc, pour revenir à un autre sujet du Shadow IA, il y a des données sensibles qui sont potentiellement exposées, c'est-à-dire que vous allez communiquer des données de l'entreprise qui sont parfois confidentielles à un outil qui n'est pas géré par le DSI ou même qui n'est pas validé au sein de l'organisation dans son utilisation. Donc voilà, ça peut poser des problèmes de confidentialité de données. Le problème majeur, on parlait d'initiatives isolées, ça rejoint ce point-là, c'est-à-dire qu'on va avoir une absence de pilotage, c'est-à-dire que voilà, il va y avoir une absence de gouvernance, de pilotage global des projets, et ça forcément, à un moment donné, ça dessert, c'est-à-dire que sur des initiatives qui sont isolées ou à certaines spécificités ou de fonctions, ça ne va pas forcément poser de problème, mais dès qu'on va devoir parler de choses un peu plus larges et qui encadrent des données de l'entreprise, qui encadrent des processus d'entreprise, tout de suite, l'absence de pilotage va se faire sentir et on va voir certaines dérives qu'on détaillera justement dans ce webinaire. Donc, un chiffre encore important, c'est que 78% des employés utilisent déjà des outils IA personnels au travail. Donc, on en a parlé, il y a énormément d'outils qui sont déjà intégrés dans notre vie quotidienne. Il y a des coûts d'utilisation qui sont très faibles sur les IA maintenant, quelques dizaines d'euros, voire une gratuité pour certains outils. Donc, c'est vrai que voilà, c'est largement adopté par tout le monde aujourd'hui. Donc, voilà, presque 80% des gens utilisent déjà des outils IA à titre personnel. Donc, forcément, il y a cet impact qui va se faire dans le business. C'est-à-dire que, voilà, comme l'arrivée d'Internet ou comme l'arrivée du cloud ou comme l'arrivée du téléphone portable, automatiquement, c'est quelque chose qui est imbriqué dans notre vie, qui devient obligatoire. Donc, automatiquement, il y a une répercussion dans le monde du travail. Vous imaginez bien qu'une personne qui a pris l'habitude de rédiger, par exemple, ses documents ou ses emails, pour prendre des cas très, très concrets et très, très réguliers, c'est des cas que voilà, la plupart des gens utilisent. On va dire quand ils utilisent l'IA, c'est surtout de l'aide à la rédaction. Vous imaginez bien que quelqu'un qui a pris l'habitude de rédiger tous ses documents avec de l'IA, il va continuer à le faire en entreprise et il l'a même potentiellement fait justement au début pour l'aider dans son travail d'entreprise. C'est-à-dire que c'est peut-être une utilisation personnelle qui a dérivé vers l'utilisation au travail. Donc voilà, donc ça c'est important. Les outils personnels sont utilisés de plus en plus dans le cadre du travail. Une chose qu'il faut retenir par rapport à tout ça, déjà par rapport à ce premier constat d'explosion des usages et de résultats parfois limités avec potentiellement des manques d'encadrement, c'est que l'IA, ça va être un amplificateur. C'est-à-dire, elle va amplifier les organisations qui sont structurées, mais l'IA en elle-même ne va pas apporter une structure. Donc, elle peut désorganiser justement les autres.
Pourquoi elle peut désorganiser les structures qui ne sont pas forcément qui n'ont pas forcément des process en place ou qui ne sont pas forcément structurés, parce que elle va amplifier les vitesses d'exécution, elle va amplifier la vitesse à laquelle les choses arrivent. C'est-à-dire que, par exemple, vous traitiez, je ne sais pas moi, des dossiers clients, par exemple, l'IA va vous aider à traiter des dossiers clients. Avant, vous arriviez à en traiter avec vos 2-3 agents, on va dire. Vous êtes une petite structure, vous avez 2-3 agents qui s'occupent de la saisie et du traitement de vos dossiers clients, par exemple, peu importe le secteur. Cette structure-là, vous étiez limité, vous aviez 2 ou 3 personnes qui travaillaient dessus à temps plein, et donc vous pouviez traiter, admettons, je ne sais pas moi, 10 dossiers par jour. Avec l'IA, vous allez avoir de l'aide. Alors, tout ne va pas être fait automatiquement, hein, attention, ce n'est pas des outils magiques, mais en tout cas, vous allez avoir une aide très importante qui va vous permettre peut-être de faire x5, par exemple, sur votre nombre de dossiers journaliers. Donc, par exemple, au lieu de traiter 10 dossiers, vous allez pouvoir en traiter peut-être 50 ou peut-être plus en fonction du niveau d'automatisation et de ce que vous êtes capable de faire. Donc, vous imaginez bien qu'avant le traitement de 10 dossiers, s'il devait y avoir 100 ou 200 dossiers pour qu'une erreur apparaisse, ça prenait une dizaine, une vingtaine de jours. Aujourd'hui, si vous faites x5 ou x10, vous allez avoir x5 ou x10 moins de temps pour avoir cette erreur qui apparaît et avoir le temps de traiter aussi cette erreur-là. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a une désorganisation, parce que on a des problèmes qui arrivent beaucoup plus vite. Bon, tout ça, on va en parler justement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va chercher à comprendre déjà ce que l'IA change réellement. Donc, voilà, tout le monde parle de révolution, tout le monde parle de quelque chose de complètement nouveau qui va complètement changer le business et la manière de travailler. On va comprendre justement qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça change réellement, cette intelligence artificielle. On va identifier les cas d'usage, par contre, qui créent réellement de la valeur, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de bruit. Donc, l'idée, c'est de voir des cas concrets dans vos entreprises qui vont pouvoir créer de la valeur, des choses qui vont permettre instantanément de vraiment relever des problèmes, de pouvoir les résoudre et de pouvoir aller plus vite, parce que c'est aussi l'idée, hein, c'est d'être plus productif et d'aller plus vite avec potentiellement moins de ressources. Donc, on va identifier un peu des cas qui rentrent dans cette case-là. Ensuite, plutôt, on va éviter les erreurs qui bloquent les organisations. Donc voilà, on a parlé de quelques points, notamment le shadow IA et des initiatives isolées. On va rentrer dans cette partie, dans le détail, dans un petit peu tout ce qui bloque les organisations et qui peut potentiellement poser problème. Et enfin, je vous donnerai un petit peu des clés pour structurer une approche simple. Donc l'idée, ça va être à la fin de ce webinaire de pouvoir passer à l'action, de pouvoir voir un petit peu dans vos sociétés respectives comment justement structurer un peu ces initiatives, comment mettre en place l'IA. Donc, on donnera un framework concret qui vous permettra déjà de commencer ce travail d'implémentation et ce travail de mise en place de l'IA, si ce n'est pas déjà le cas dans vos entreprises. Et si c'est déjà le cas, qui vous permettra peut-être de structurer un peu mieux et d'aller un peu plus loin dans ce que vous avez déjà entrepris. Donc, la première partie, on va comprendre ce que l'IA change réellement et on va voir que la transformation est plus organisationnelle que technologique. Bien sûr, c'est une révolution technologique, mais il y a une grosse partie organisationnelle qui est en jeu. Donc, déjà, pourquoi l'IA, elle explose maintenant? Parce que voilà, on entend parler tous les jours quasiment, hein, à partir du moment où vous allumez la télé ou les réseaux sociaux, vous en entendez parler tous les jours. Donc déjà, il y a des données qui sont massives, c'est-à-dire qu'on a une explosion des données depuis quelques dizaines d'années maintenant. Mais voilà, avec l'avènement du numérique, il y a une explosion de production de données. On parle beaucoup de data center, on parle beaucoup de stockage des données, de coûts même des données, en termes électriques, en termes d'eau, etc. Donc voilà, il y a une explosion très importante des données. Donc c'est une courbe exponentielle, hein, tout simplement. C'est-à-dire que depuis l'apparition, on va dire, des premiers ordinateurs et d'Internet, on va dire, années 90-2000, et maintenant, il y a vraiment une explosion complète des données. Vous le voyez avec des très gros acteurs, hein, Steam, Microsoft, Amazon, Google et autres, qui se positionnent sur le cloud et qui sont qui en font même leur fer de lance, c'est-à-dire c'est leur modèle principal et leur source de revenus principale, c'est la mise à disposition justement de stockage. Je pense que tous, à titre personnel, par exemple, vous avez du stockage sur l'Apple, sur le cloud d'Apple ou sur le cloud de Google pour votre téléphone. C'est des choses que maintenant quasiment tout le monde paye parce que y a les photos, parce qu'il y a les mails, parce qu'il y a les dossiers de famille, etc., qu'on partage avec ses proches. Donc tout ça fait qu'il y a une explosion de données, que ce soit au niveau personnel, là j'ai pris un exemple personnel pour qu'il parle à tout le monde, mais au niveau des entreprises aussi, entre la réglementation et tout ce qui est demandé, il y a de plus en plus de données.
c'est quelque chose d'admis et d'universel. Donc maintenant, on a aussi un historique numérique des organisations. Donc comme on en parle, j'ai parlé des années 90-2000. Donc voilà, ça fait 30-40 ans, on va dire. Donc forcément, il y a eu un historique qui s'est créé. Donc les organisations ont un historique de données, ont un historique comptable, ont un historique de leurs opérations, un historique de tout ce qui se passe. Donc tout ça, c'est des données justement qui permettent d'alimenter aussi les IA, qui permettent de créer du contexte, qui permettent beaucoup de choses. Et donc on a aussi tout ce qui est documents, justement, email, workflow d'entreprise. Donc il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui numérisées, c'est-à-dire qu'on a des outils style les ERP, les CRM, tous les logiciels métiers au sens large. C'est des outils qui ont permis justement de collecter des données, qui ont permis de structurer les entreprises dans leur processus et dans leur fonctionnement. Et donc qui aident justement à la démocratisation et l'explosion de l'IA qu'on voit aujourd'hui, parce que tout ce chemin, on va dire, de numérisation de ce qu'on appelle la transformation digitale depuis quelques années, tout ce chemin-là a permis justement d'arriver à une IA qui peut s'implémenter dans les entreprises. Les entreprises ont déjà les outils, ont déjà des ordinateurs, ont déjà des tablettes, ont déjà des smartphones qui permettent justement de démocratiser rapidement cette nouvelle technologie. Et en termes de démocratisation, d'ailleurs, c'est la technologie qui s'est démocratisée le plus rapidement au monde à date. Voilà, bon, j'ai plus les chiffres, mais c'est des millions d'utilisateurs. Les 100 millions, par exemple, d'utilisateurs sur ChatGPT, qui est l'IA la plus connue, on passe d'être remplacé, mais en tout cas, qui est toujours l'IA leader pour l'instant. Voilà, c'est l'application, en fait, c'est l'outil qui a été le plus rapidement aux 100 millions d'utilisateurs. Donc voilà, vous avez des ordres de grandeur qui sont énormes en termes de volume. Donc il y a une puissance aussi qui est accessible. On a parlé des data centers, donc il y a le cloud justement qui a beaucoup permis l'arrivée de l'IA, c'est-à-dire le cloud, c'est la mise à disposition en fait d'infrastructures et de logiciels de manière très simple avec une connexion Internet et un outil et un appareil pour se connecter. Donc voilà, le cloud a fortement aidé à la démocratisation de l'IA. Les outils sont disponibles immédiatement, donc voilà, on a beaucoup d'outils maintenant qui sont gratuits. S'ils ne sont pas gratuits pour certains outils pro, ça va être quelques dizaines d'euros. Vous allez avoir des 10, 20, 30 euros. Bon, un peu plus des fois, mais voilà, on va dire que pour moins d'une centaine d'euros, vous avez accès à des outils qui sont très performants et qui sont très qualitatifs. Donc, il y a quand même un outil qui est disponible immédiatement avec un coût d'entrée qui est fortement réduit pour ce genre d'outils. Voilà, on avait des outils professionnels, par exemple, si on prend l'exemple de la finance, qui ont été un peu précurseurs sur tout ça. Donc la finance, par exemple, avec les analyses de marché, des choses comme ça qui permettaient de faire des positions sur la bourse, sans rentrer dans le détail. Mais voilà, ils ont des outils déjà IA depuis des années et des années. Depuis, on va dire, début des années 2000, bon, avec la crise en 2008 un peu moins, mais voilà. Ils ont des outils déjà très performants qui sont en train d'améliorer depuis des années et des années, donc ils sont précurseurs dans ce genre de choses. Et les outils avaient des coûts d'entrée bien supérieurs à ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que les outils sont abordables. Et enfin, on a un langage qui est naturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez à l'IA comme vous parlerez à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a une interaction qui est conversationnelle. Vous avez des chatbots qui vous permettent d'échanger justement avec l'IA. Vous n'avez pas besoin d'expertise technique. Et donc, il y a une adoption massive liée à ça. Donc, l'IA devient vraiment une infrastructure de travail. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'IA permet de vraiment travailler et de vraiment changer les choses. Donc voilà, donc par rapport à cette infrastructure de travail-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, ça devient, elle est aujourd'hui capable de faire du travail intellectuel. C'est-à-dire que depuis en gros l'arrivée d'Internet, avec les outils logiciels, on était beaucoup sur des choses en réaction, il n'y avait pas beaucoup de réflexion. Aujourd'hui, l'IA a une sorte de réflexion, est capable de réfléchir, entre guillemets, au sens large, mais en tout cas est capable de produire un travail cognitif qu'on pourrait assimiler à un être humain. Donc ça, c'est la grosse différence avec les outils précédents. Et voilà, j'ai pris quelques exemples, quelques exemples de tâches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, voilà une réunion. Avant, il y avait, comme ce webinaire, c'est-à-dire il y avait 1 heure de webinaire, par exemple, 1 heure de réunion. Il y avait un compte-rendu qui devait être fait derrière. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a une synthèse qui est automatique, il y a des actions, il y a des suivis d'actions. C'est des choses qui se font très bien, qui ont besoin de revue, bien sûr. Tout n'est pas automatisé, mais en tout cas, il y a une aide qui est très importante.
et cela dans tous les autres domaines, c'est-à-dire voilà, dans le reporting, par exemple, avant on devait compiler manuellement les données, maintenant il y a des synthèses qui sont faites automatiquement. Dans la recherche, avant on devait lire des dizaines, voire des centaines de documents. Aujourd'hui, il y a des synthèses avec des extractions des points clés qui se fait très très rapidement, c'est-à-dire on fournit un corpus documentaire, on pose une question, automatiquement il analyse le corpus documentaire pour pouvoir donner une réponse. Donc c'est des choses qui sont très bien aujourd'hui. Les présentations, pareil, hein, aujourd'hui on peut avoir une première version générée très rapidement. C'est-à-dire qu'avant, ben voilà, on devait faire son PowerPoint, ses présentations, rechercher des informations, etc. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc, ça prend toujours beaucoup de temps, hein, bien sûr, parce qu'il faut toujours rechercher quand même le contenu pour pouvoir le mettre en valeur. Mais en tout cas, on a aujourd'hui avec l'IA des premières versions qui sont générées très rapidement. Si on lui donne une ébauche de plan, voilà, on a des choses qui sont très correctes, qui sont générées, qui doivent être revues, bien sûr, mais en tout cas, on a une base qui est exploitable. Les emails, pareil, voilà, il y a des rédactions qui sont très répétitives. Il y a enfin, voilà, comment dire, des tâches, par exemple, dans les activités qui sont très répétitives, qui sont toujours les mêmes tâches. Aujourd'hui, l'IA est capable de faire des réponses contextualisées, d'accélérer justement ce temps de traitement par rapport à certains détails que vous allez lui donner. Il va être capable de vous générer des réponses que vous allez valider par la suite. Donc, ça vous fait gagner énormément de temps d'avoir ces réponses pré-générées et pré-conçues. Et en termes de décision, ben voilà, avant, il y avait des analyses qui étaient longues, qui étaient dispersées. Aujourd'hui, l'IA vous fait des synthèses et des recommandations justement assistées par rapport à votre contexte. Donc, voilà, bon, ça permet de comprendre qu'il n'y a plus une automatisation des tâches, c'est vraiment une capacité de travail. Donc, c'est vraiment voilà, un travail intellectuel qui peut être externalisé. Bien sûr, il doit être revu. Hein, ce n'est pas quelque chose à prendre au pied de la lettre et prendre pour argent comptant pour tout ce qui est produit par l'IA. Mais en tout cas, il y a cette capacité de production qu'on a aujourd'hui. Donc, en deuxième partie, on va voir un petit peu où l'IA crée réellement de la valeur. Donc, on a parlé un petit peu de ce qu'est l'IA, de pourquoi elle est arrivée et de comment, justement, elle s'est démocratisée autant. Là, on va parler un petit peu quels sont les domaines concrets où il y a une création de valeur. On a parlé un peu de quelques domaines. On va rentrer plus dans le détail sur la productivité, l'automatisation, la prise de décision, la relation client. Voilà, pas mal de choses où l'IA peut nous aider. Donc déjà, l'IA, on en a parlé un petit peu, mais ça devient une infrastructure de travail, c'est-à-dire que voilà, il y a une partie du travail intellectuel qui peut être externalisée. Donc ça devient vraiment une vraie infrastructure de travail. Qu'est-ce que j'appelle une infrastructure de travail? C'est-à-dire qu'avant, on avait des choses qui étaient isolées. Donc voilà, beaucoup d'outils utilisés ponctuellement, des copier-coller, des allers-retours, des tests qui étaient individuels, c'est-à-dire que les gens faisaient leurs tests de leur côté, des initiatives dispersées. On en a parlé, hein, des gens qui étaient un peu voilà, technophiles ou qui étaient un peu intéressés par ça ou qui avaient une problématique à résoudre, qui testent un petit peu dans leur coin ou avec des équipes réduites pour voir un petit peu ce qui peut être fait. Et il n'y avait pas forcément d'intégration, voilà, d'intégration métier, mais d'intégration au sens large, même avec les autres outils. Donc, c'était vraiment voilà, des choses un peu dispersées. Aujourd'hui, on a une intégration progressive, c'est-à-dire que voilà, les grosses suites, par exemple de rédaction, hein, donc comme Office 365 ou Google Workspace, ils intègrent leur IA nativement, c'est-à-dire que maintenant, voilà, avec Copilot ou avec Gemini, on a une IA qui est intégrée directement dans l'outil, qui permet de poser des questions directement dans l'outil. Oui. Oui, Quentin, je propose qu'on lance notre premier sondage. Oui, pardon, oui, j'ai enchaîné. Si ça te va, pour savoir où on en est dans... C'est ça, je finis sur cette slide. Pour savoir... Oui, ça marche. Ok, je te laisse là. Merci, Léa. Donc voilà, on a une intégration justement progressive, que ce soit dans tous les outils. Donc on parle de RP, de CRM, donc pour gérer les relations clients. Le support client aussi, par exemple les banques, ou enfin voilà, beaucoup de domaines. Le support client commence à être automatisé avec de l'IA. Je pense que vous avez beaucoup rencontré le chatbot. Voilà, vous rentrez dans un outil et vous avez automatiquement des chatbots qui vous répondent. De plus en plus, c'est fait dans tous les domaines. Le reporting aussi, donc voilà, il y a le contrôle de gestion et pas que le contrôle interne aussi, qui est de plus en plus assisté avec du reporting. Donc voilà, c'est quelque chose qui devient vraiment intégré dans toutes les entreprises et dans tous les outils d'entreprise. Donc c'est ça surtout l'importance, c'est qu'on a des agents IA, justement on parle d'IA agentique, qui est intégré dans toutes les fonctions de l'entreprise, dans tous les workflows métiers.
Donc voilà, ça s'intègre progressivement dans notre quotidien, dans notre organisation, dans tout notre travail. Et donc justement, ça fait une transition parfaite pour notre premier sondage. Donc aujourd'hui, vous, je vais publier tout de suite, où est-ce que vous en êtes dans votre organisation? Est-ce que vous avez justement, on a parlé un peu de différents cas, est-ce que c'est des choses qui sont mises en place dans votre organisation? Est-ce que c'est des choses où vous réfléchissez au sujet? Ou alors est-ce que voilà, vous êtes déjà bien avancé dans ce sujet-là? Donc, je vous laisse répondre à ce petit webinaire. Ça permettra à ce petit sondage, pardon, ça permettra de comprendre un petit peu où chacun en est, qu'est-ce qui est fait. Écoutez, déjà pas mal. C'est assez intéressant. Il y a pas mal de monde et on a déjà 40%, même un peu plus, qui. Alors, pardon, bon, ça s'inverse. Les gens sont en train de répondre, donc je vais attendre quelques secondes que les réponses se stabilisent parce que du coup, les pourcentages ont complètement changé. En tout cas, voilà, il y a déjà quelques expérimentations quand même, une vingtaine de pourcents qui expérimentent déjà. Quelques collaborateurs aussi qui utilisent une trentaine de pourcents. Donc voilà, on est un peu plus de la moitié des personnes quand même qui ont déjà des cas d'usage IA ou qui sont en train en tout cas d'expérimenter. Donc c'est intéressant, hein. On voit, voilà, ça retrouve quand même un peu les chiffres que j'ai introduits, hein. Il y avait 72 et 78% de gens qui utilisaient et d'entreprises qui utilisaient. Donc là, on retrouve un petit peu ces chiffres-là, hein, à peu de choses près. On est à presque 60% de collaborateurs qui sont en train d'expérimenter ou qui utilisent déjà l'IA. Et voilà, quand même, par contre, on reste sur 33% quand même qui n'ont pas encore réellement commencé. Donc voilà, écoutez, on va pouvoir vous aider dans ces sujets-là, parce que ce webinaire, justement, a pour objet de permettre aux gens qui n'ont pas encore démarré ou qui sont au début de leurs initiatives de pouvoir démarrer comme il faut. Donc, justement, on va parler un petit peu de cas concrets, hein, dans vos entreprises que vous pourriez déployer, parce que là, on parle de choses qui sont en expérimentation ou qui vont démarrer. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de l'automatisation et des opérations, il y a beaucoup de cas qui peuvent être faits. Bon, j'ai pris des cas par sujet, hein. J'ai pris 2 cas qui semblent les plus documentés, qui sont les plus implémentés à date. Il y a d'autres cas, bien sûr, hein. Chaque contexte et chaque organisme a ses spécificités. Donc là, je vous ai donné des cas qui sont un peu globaux et qui sont les plus implémentés. Maintenant, bien sûr, il y a énormément d'autres cas qui sont possibles aujourd'hui, hein. Il y a très peu de limites et de moins en moins, justement, avec les nouveaux modèles qui sortent. Donc, on peut avoir, par exemple, de l'analyse documentaire qui est augmentée. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les fonctions juridiques. Donc, par exemple, par les avocats ou par les notaires ou des choses comme ça. Pas que, hein, bien sûr, hein, aussi dans l'industrie pour tout ce qui est documentation. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées. C'est-à-dire qu'avant, on avait une lecture qui était manuelle, on avait des recherches lentes, on avait des extractions qui étaient dispersées. C'est-à-dire qu'on devait aller chercher les informations à plein d'endroits différents. Aujourd'hui, l'IA permet de faire des synthèses automatiques, de faire des extractions de points clés, de faire des comparaisons de documents, de faire une identification rapide des risques ou des anomalies. On parlait du domaine juridique, justement, où c'est beaucoup utilisé. Quand il y a des mises à jour, par exemple, de règles, de lois, de décrets, de choses comme ça, ou de changements de droit, automatiquement, voilà, il y a des risques qui sont encourus, il y a des mises à jour à faire au niveau de leurs travaux. Les recommandations ne vont plus être les mêmes. Donc tout ça, maintenant, ça peut être fait quasiment automatiquement. Bien sûr, ça demande encore le regard d'un expert pour valider les choses, mais en tout cas, c'est fait de manière très rapide aujourd'hui, très automatisée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très bien fait par l'IA. Prendre un corpus documentaire, justement, le synthétiser, le permettre d'en extraire la substance et d'extraire ce qui est important sur ce corpus documentaire. C'est quelque chose qui est très bien fait aujourd'hui. Donc on a l'exemple, voilà, de contrats, de procédures, de conformité générale, d'audit, des choses comme ça. Aujourd'hui, voilà, c'est des choses qui sont très bien faites. Les appels d'offres aussi, le reporting. Donc voilà, analyser énormément de documents, c'est quelque chose que l'IA fait très bien, beaucoup mieux qu'un humain. Elle sera passée beaucoup moins d'erreurs. Le moindre petit détail ou le moindre petit chiffre sera analysé et permettra d'être réutilisé. Donc voilà, aujourd'hui, c'est des choses que vous pouvez très bien faire. Et donc, ça réduit énormément le temps d'analyse documentaire. Donc voilà, si vous avez un métier qui vous demande justement d'analyser beaucoup de documents, qui vous demande de rédiger des choses,
par rapport à des réglementations, par rapport à des normes, par rapport à des références bien spécifiques dans vos domaines métiers. C'est pour ça que je parlais de l'industrie, parce que l'industrie aussi a des règles très précises. Si on prend l'aviation, par exemple, ou si on prend des industries lourdes ou des choses comme ça, il y a des règles très précises à respecter, pardon. Et il y a des documentations très importantes qu'il faut connaître et qu'il faut respecter. Donc, toutes ces choses-là peuvent être très bien faites par l'IA, et l'IA aide énormément sur ces choses-là. On a aussi des assistants internes, des supports métiers. Donc là, ça va être plutôt pour tout ce qui est recherche d'informations, mais au sein de l'entreprise, c'est-à-dire ça va être une aide plutôt interne à votre entreprise. C'est-à-dire que vous allez avoir une recherche d'informations avant qui était lente, des sollicitations répétitives. Donc voilà, si on prend un exemple concret, on va plutôt parler en concret. Vous aviez une personne, par exemple, qui arrive dans une entreprise, qui doit faire son travail, en fait, tout simplement. Elle va devoir se référer à son supérieur hiérarchique, elle va devoir se référer aux experts du domaine, elle va aller voir peut-être des comptables, elle va aller voir peut-être des responsables de certains départements pour comprendre comment les choses fonctionnent, comment elle peut faire son travail, en fait, tout simplement, parce que l'idée, c'est quand même qu'elle puisse faire son travail. Donc, tout ça, aujourd'hui, voilà, c'est des choses qui peuvent être automatisées très rapidement. C'est-à-dire qu'on peut faire des FAQ intelligentes, on peut faire des assistants numériques, c'est-à-dire voilà, des assistants qui remplacent des personnes qui vont venir en aide justement pour toutes les questions d'usage et toutes les questions standards, on va dire, d'une personne qui arrive dans une entreprise ou d'une personne qui change de service ou des choses comme ça, ou une personne qui a besoin tout simplement de rechercher des informations dans l'entreprise. Voilà, c'est des choses qui vont pouvoir être faites très, très facilement, qui vont rejoindre un petit peu l'analyse documentaire, mais qui vont être à destination justement en interne pour pouvoir aider les gens à produire. Donc voilà, des cas très, très concrets. On a parlé de l'onboarding, donc l'arrivée d'une personne dans une entreprise, mais il y a aussi voilà, pour toutes les questions RH, c'est-à-dire voilà, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui doit être fait, comment ça doit être fait. Toutes ces questions-là, elles peuvent être adressées facilement, tout ce qui est procédure interne. Et donc voilà, on a un accès beaucoup plus rapide à l'information. C'est ça qu'il faut retenir. Donc l'IA voilà, va vraiment transformer l'exécution opérationnelle. C'est plus seulement un outil. Ça permet vraiment de rentrer dans les opérations et de rentrer dans voilà, dans la substance des entreprises. On a aussi toute la partie relation client et commerciale, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des supports clients augmentés. Bon, ça, je pense que c'est quelque chose qui est très connu. C'est tout ce qui est chatbot, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui est centre de support, tout ce qui est chatbot, aujourd'hui, quasiment n'importe quelle grosse entreprise, en tout cas, utilise des assistants conversationnels avec des réponses assistées. Il va y avoir des qualifications automatiques des demandes. Enfin, voilà, tout ça dans le but, bien sûr, de faire gagner du temps, de mieux répondre, d'avoir un meilleur service client et voilà, d'avoir un temps de réponse beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, on a des chatbots qui sont ouverts 24 heures sur 24 qui vous permettent de comprendre et de poser des questions sur à peu près n'importe quel sujet. Vous allez avoir des qualifications automatiques de demande et en fonction de la demande, vous allez avoir une redirection vers potentiellement un agent humain s'il y a besoin. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très connu, je ne vais pas m'attarder dessus, donc tout ce qui est centre de support, SAV, les supports bancaires, télécoms, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très répandu et donc ça améliore la réactivité et l'expérience client. L'idée, c'est de toujours fournir un service plus intéressant au client et qui permette justement de le retenir avec ce service. On a aussi tout ce qui est assistance commerciale et prospection. Donc ça va plutôt être à destination des commerciaux. Donc avant, il y avait une préparation commerciale longue, c'est-à-dire qu'on devait rechercher manuellement les informations, les entreprises qui peuvent être intéressées par nos services, par exemple, et faire un suivi commercial. Voilà, bon, dans les meilleurs des cas, on va dire c'est un fichier Excel ou un CRM. Enfin, dans le meilleur des cas, c'est un CRM, on va dire. Donc un fichier Excel amélioré, on va dire, qui va permettre de suivre toutes les initiatives commerciales. Voilà, mais des fois, c'est dispersé, ce n'est pas forcément des choses centralisées. Chaque commercial a son suivi. Voilà, bon, vous connaissez, je pense, toutes ces problématiques-là. Aujourd'hui, voilà, il y a des synthèses automatiques des échanges qui sont possibles. Il y a des préparations de rendez-vous, il y a des qualifications de leads, c'est-à-dire qu'automatiquement, en fonction des informations publiques, l'IA va vous faire des listes de personnes que vous pouvez contacter, préparer le rendez-vous par rapport à des sujets. Je ne sais pas, moi, par exemple, vous avez un ministère qui annonce qu'ils sont en train de faire un nouveau projet et c'est dans votre domaine, automatiquement, voilà, l'IA va scanner tout ce qui se fait et va préparer votre rendez-vous. C'est-à-dire, il y a un projet, par exemple, je ne sais pas moi, de consulting, par exemple, sur un audit d'une fonction d'un ministère. Automatiquement, il va vous préparer peut-être des éléments de langage, des éléments pour votre offre, par rapport voilà, à ce qui a été trouvé, l'appel d'offres ou les éléments que vous avez trouvés sur Internet
qui vous ont fait dire qu'il y a un besoin précis auquel vous pouvez répondre. Donc tout ça maintenant, voilà, ça fait des recommandations commerciales qui sont assistées. Vous avez beaucoup d'aide pour faire justement votre prospection commerciale et votre recherche de prospects. Donc tout ça, c'est des choses qui sont déjà implémentées dans des CRM. Hein, donc les CRM, bien sûr, les outils de gestion commerciale. Hein, donc voilà, c'est des choses qui sont déjà implémentées. Il y a des scorings qui sont mis en place sur des potentiels clients. Il y a des comptes rendus automatiques aussi des réunions. Bon, ça, on en parlait pas en ouverture, mais dans les premiers cas d'usage. Aujourd'hui, vous faites une réunion téléphonique ou vous faites une réunion style ce webinaire. Il y a des outils IA qui sont capables de vous sortir les points clés qui ont été abordés. Et donc l'impact, c'est une amélioration du suivi commercial et une meilleure exploitation des opportunités, donc potentiellement plus de chiffre d'affaires parce que vous allez être plus pertinent quand vous allez contacter les gens, puisque vous allez les contacter suite à un besoin qui a été émis quelque part. Donc on a aussi un point aussi très important, ça va être au niveau de la décision et du management. Donc déjà, avant de commencer sur ce point-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA est une aide, elle ne va jamais remplacer le jugement humain et la responsabilité reste au niveau de l'humain. Il y a eu un cas avec KPMG en Australie, donc une des plus grosses boîtes de conseil, qui a fourni un rapport à l'État australien, alors je ne sais plus quel ministère, mais qui a fourni un rapport qui a été généré par IA et qui ne prenait pas en compte le contexte comme il aurait dû être pris en compte pour ce genre de cabinet. Voilà, il y a eu tout un scandale autour de ça avec un procès derrière. Donc, ce genre de cas, bien sûr, la personne qui a produit le rapport, si elle ne l'a pas relu ou si elle n'a pas fait attention à ce qu'elle a produit, c'est de sa responsabilité. On ne peut pas dire, ah bah oui, mais c'est l'IA qui a produit le rapport. Vous imaginez bien que ce n'est pas recevable. Bon, déjà, ce n'est pas recevable en termes de relation client. Hein. Je veux dire, voilà, un consultant ou quelqu'un qui va vous vendre de la documentation ou autre, qui va être généré par IA, qui n'est même pas relu, bon, voilà, c'est déjà douteux en termes de pratique, pour ne pas dire autre chose. Maintenant, voilà, donc en termes de responsabilité, en plus de ça, déjà, en plus du fait que ce soit limite en termes de pratique, c'est quelque chose en termes de responsabilité juridique, c'est bien sûr la personne qui a produit ce rapport-là qui est responsable de son utilisation derrière et des causes potentielles que ça a pu produire. Là, c'était du conseil, par exemple. En termes de conseil, les recommandations peuvent avoir des impacts. Vous imaginez bien que les impacts qu'il y aura liés à ces recommandations faites par un IA qui n'ont pas été revues par un humain, forcément, c'est des choses qui seront préjudiciables pour l'entreprise et pour la personne qui a produit ces conseils-là et ces recommandations-là. Donc, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, elle assiste la décision, mais elle ne remplace pas le jugement humain, elle ne remplace pas la responsabilité de l'être humain. Donc, maintenant que ça a été dit, on a deux cas qui sont principaux par rapport à tout ce qui est décision et management de société. Donc, la gouvernance au sens un peu plus large, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir l'analyse et la synthèse exécutive. Donc, on parlait un petit peu de contrôle de gestion avant, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une récupération des informations dans l'entreprise, aux différents départements, différents niveaux. Aujourd'hui, on a quelque chose aujourd'hui qui va être, qui va permettre l'extraction des points clés, qui va permettre de synthétiser tous ces documents, qui va permettre d'identifier rapidement aussi des risques, c'est-à-dire l'IA va faire des corrélations beaucoup plus rapidement qu'un être humain et sur des données beaucoup plus importantes. C'est ça tout l'intérêt de l'IA. Donc ça va permettre justement de préparer beaucoup plus rapidement des supports de décision et ça va être en accord avec le pilotage et l'aide à la décision, c'est-à-dire que ça va permettre de faire des tableaux de bord, ça va permettre d'avoir des alertes, ça va permettre d'analyser de manière assistée et d'avoir des recommandations qui sont contextualisées par rapport à votre domaine. Donc voilà, je ne veux pas rentrer plus dans le détail, mais ça permet, ça permet un suivi plus opérationnel, ça permet la détection de risques, ça permet des prévisions, des pilotages de projets, ça permet beaucoup de choses. L'idée, c'est que ça va faire des décisions plus rapides et une meilleure capacité de pilotage. Attendez, je ne sais pas.
Voilà. Donc, cette troisième partie, on a vu un petit peu, déjà, on a essayé de comprendre un peu l'IA, on a vu un petit peu tous les cas d'usage où l'IA peut être implémentée dans une entreprise, en tout cas les grands cas d'usage, hein, bien sûr, il y en a beaucoup plus. Maintenant, on va chercher à comprendre pourquoi ces initiatives, elles échouent. Parce que malheureusement, on a beaucoup d'initiatives liées à l'IA qui échouent. Donc, on va chercher à comprendre un petit peu pourquoi. Déjà, il y a 5 grandes erreurs qui bloquent les organisations. Donc, la première, c'est tester des IA sans objectif clair. Donc voilà, il y a beaucoup d'attrait, on va dire, pour l'IA, pour les outils IA. Le problème, c'est que souvent, c'est testé sans objectif clair, ou alors voilà, on teste un outil pour voir ce que ça va donner. On est sur de l'expérimentation, mais qui n'a pas d'impact business qui est mesurable. Donc voilà, ça c'est une première erreur qui est beaucoup faite. Il y a beaucoup de cadres aussi, c'est-à-dire qu'on multiplie plutôt les outils. Il y a beaucoup d'outils, mais sans cadre. Donc, on a parlé de Shadow AI, on a parlé de dispersion des usages, c'est-à-dire que voilà, les gens vont un petit peu dans tous les sens, cherchent un peu des outils, l'outil miracle, on va dire, qui va répondre à toutes leurs problématiques. Bon, voilà, c'est des choses qui n'existent pas, hein, des outils très puissants qui peuvent, dans certaines conditions, faire des choses extraordinaires. Maintenant, voilà, il n'y a pas un outil miracle qui va régler tous vos problèmes d'entreprise. On a eu un peu la même problématique avec les ERP. Donc voilà, les entreprises pensaient à l'arrivée des ERP que la mise en place d'un logiciel allait régler toutes leurs problématiques business. Bon, bien sûr, c'est pas arrivé, ça les a beaucoup aidés et ceux qui l'ont le mieux utilisé ont permis justement d'avoir une croissance améliorée. Mais voilà, ça n'a pas tout résolu. Ça reste des outils, ça reste des aides. Il y a aussi, qui est relié un petit peu à l'utilisation des outils, mais voilà, penser uniquement en termes de technologie, c'est-à-dire faire le choix d'une technologie ou d'un outil particulier sans preuve réelle ou sans besoins réels qui ont été identifiés. Donc ça, c'est aussi une problématique. Donc voilà, malheureusement, il y a peu d'adoption métier et il y a une faible transformation réelle qui est faite quand on choisit un outil ou une technologie particulière sans avoir analysé clairement si c'était la technologie la plus adaptée. On a aussi tout ce qui est négligence des données et des processus. L'IA se base sur les données et sur les processus pour pouvoir créer de la valeur. Donc le fait de ne pas avoir de pas avoir de processus, de ne pas avoir de données propres, on va dire entre guillemets, hein, c'est-à-dire d'avoir des choses qui sont clairement définies, qui sont structurées, ça va être une problématique à régler. Et il va y avoir des résultats justement qui vont être limités parce que tout part de votre contexte, tout part de vos processus, tout part de votre donnée, tout part de votre organisation. On a parlé d'organisation voilà, comment dire, les problématiques qui arrivaient plus rapidement, on va dire, et qui désorganisaient, l'IA qui désorganise les organisations, parce que justement, voilà, quand il y a un certain chaos, on va dire, qui doit être organisé, les choses vont être amplifiées. Et le dernier point, donc quelque chose qui est souvent oublié, donc on parlait de pilotage, de gouvernance, ça va être justement d'avancer sans ce pilotage ou sans cette gouvernance. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des risques, des incohérences et des difficultés à passer à l'échelle parce qu'il va y avoir des choses qui ne seront pas prises en compte par rapport à tout ça. Donc on a une problématique qui n'est plus aujourd'hui l'accès à l'IA, hein, on en a parlé que l'IA est très accessible et très facilement utilisable. Le problème, ça devient sa structuration. C'est-à-dire que voilà, on va chercher à structurer et savoir comment structurer. Donc le vrai risque, hein, le risque principal en tout cas, ça va être l'absence de gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3 grands risques, on va dire, qui sont liés à l'IA en tout cas et à son absence de gouvernance. Ça va être le shadow IA, bien sûr, des outils qui ne sont pas validés, hein, on en a parlé, donc potentiellement des usages qui sont invisibles, qui ne peuvent pas être pilotés, et des données de l'entreprise qui sont exposées sans même qu'on soit au courant. Mais on va avoir aussi des décisions qui ne sont pas maîtrisées. Ça, c'est un gros problème, hein, c'est-à-dire que les décisions, il peut y avoir des résultats incohérents, il peut y avoir des hallucinations, donc c'est-à-dire que l'IA va combler les manques, c'est-à-dire qu'elle va elle va en fait halluciner, hein, d'où le terme. C'est-à-dire qu'en fait, elle va, en fonction du manque d'informations, elle va proposer des choses qui lui semblent cohérentes, mais c'est ce qu'on appelle l'hallucination et c'est un peu les dérives qu'on a vues. On a entendu parler voilà, des dérives sur les réseaux sociaux ou sur les différents médias, voilà, d'IA qui racontent n'importe quoi. C'est pas qu'ils racontent n'importe quoi forcément, c'est que pour eux, ça leur semble plus logique par rapport aux informations qu'ils ont à disposition. Et c'est ce qu'on appelle justement l'hallucination. Donc, voilà, et en fonction des informations qu'ils ont, s'ils n'ont pas toutes les informations, ils vont vous donner des choses qui ne seront pas forcément adaptées à votre contexte.
Et il y a aussi des difficultés de vérification. Bon, ça, sans rentrer dans les modèles, mais voilà, certains modèles sont assez opaques et donc on ne va pas forcément pouvoir vérifier comment l'information a été donnée, comment la recommandation a été donnée. Donc voilà, tout ça va entraîner une décision non maîtrisée à la fin pour le pilotage ou autre. Et on a une fragmentation organisationnelle. Donc, qu'est-ce que j'appelle fragmentation organisationnelle? C'est-à-dire qu'on va avoir des initiatives qui sont dispersées, hein. On va avoir peu de passages à l'échelle. Donc, c'est des choses qui ne seront pas pensées pour être faites au niveau de l'organisation. C'est des choses qui seront pensées pour résoudre un problème bien spécifique, parfois d'une personne ou parfois d'un petit groupement de personnes. Donc, il n'y a pas de passage à l'échelle possible. Il n'y a pas d'industrialisation, on va dire, du cas d'usage qui aura été fait. Et une difficulté aussi à mesurer la valeur réelle. Donc voilà, si c'est des initiatives qui sont dispersées, souvent c'est difficile de mesurer la valeur réelle qui est apportée. Donc ce dont les organisations ont besoin, hein, pour mitiger un petit peu ces risques, pour pouvoir justement réussir les projets IA, ça va être des priorités qui sont claires déjà, comprendre pourquoi on fait l'IA, pourquoi on veut mettre en place l'IA, qu'est-ce que ça va nous apporter, quels sont les cas d'usage qui sont cadrés, c'est-à-dire voilà, définir des cas d'usage pour pouvoir implémenter l'IA, quels sont les cas d'usage qui sont intéressants, comment ils sont cadrés, quelles sont les règles d'utilisation, et surtout piloter justement et mesurer la valeur apportée par les outils IA. Donc ça devient progressivement, l'IA, ça devient un sujet de gouvernance et de pilotage, c'est-à-dire que du fait de son imbrication dans toutes les fonctions de l'entreprise, un peu comme la transformation digitale, hein, dont on parlait avant, bon, dont on parle toujours, mais voilà, maintenant on parle beaucoup d'IA, mais c'est quelque chose qui va impacter toutes les fonctions de l'entreprise de manière transverse dans votre entreprise. Donc forcément, il faut un pilotage centralisé. Il faut que la direction générale ou le COMEX soit inclus dans ces décisions et il faut qu'il y ait un vrai pilotage, une vraie gouvernance. C'est vraiment ça ce qu'on retrouve le plus souvent en termes de problématiques lors d'implémentation de cas d'usage IA ou d'initiatives IA. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on va pouvoir faire un deuxième sondage justement par rapport à ça. C'est déjà, est-ce que vous, dans votre organisation, si vous utilisez l'IA, est-ce que vous avez un cadre qui est mis en place? C'est-à-dire que, voilà. Est-ce que, vous allez à la question, hein, pensez-vous que l'IA, du coup, sont déjà utilisées dans votre organisation sans véritable cadre défini? Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà un cadre? Bon, si vous n'en avez pas, du coup, voilà, c'est mis sans cadre, ça répond à votre question. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet de vous poser un petit peu la question. Il y a une vraie question, une vraie problématique par rapport à l'absence de gouvernance. Donc, l'IA doit être bien sûr encadrée. C'est un outil technologique, hein, mais voilà, le projet ça doit être géré justement comme un projet et ça doit être encadré pour avoir les résultats qui sont attendus et pour pas juste investir dans quelque chose qui sera un outil gadget, on va dire. Donc voilà, la gouvernance qui a cet intérêt-là. Donc voilà, on voit hein, beaucoup de très peu et beaucoup de oui clairement, donc 80% à peu près en cumulé. Voilà, on voit que c'est vraiment la problématique majeure, c'est l'absence de cadre et l'absence de gouvernance. C'est-à-dire que si on reprend le sondage précédent, il y avait des utilisations, hein, on était à 70%, un peu moins de 70% il y a déjà quelque chose de commencé, où il y a des usages. Alors un peu moins, pardon, je me suis trompé de chiffre. Bon, en tout cas, voilà, entre 60 et 65% il y a déjà des usages IA. Et là, on est à 80% sur ces usages ne sont pas encadrés. Donc, vous voyez bien qu'il y a une problématique. C'est-à-dire qu'il y a des usages, mais ils ne sont pas forcément encadrés. On est encore au stade d'initiative. Et donc, voilà, tout l'intérêt de structurer. Donc, c'est justement notre prochaine partie. C'est voilà, de l'expérimentation à la structuration. C'est comment prioriser, comment mettre en place une gouvernance, un pilotage et passer justement à l'échelle. Donc, ce qui différencie les organisations qui réussissent, hein, bien sûr, il y a des organisations qui sont dispersées. Donc, il y a beaucoup d'outils, ça avance sans cadre, il y a peu de pilotage ou pas de pilotage, et il y a des difficultés à mesurer la valeur. Donc, on a beaucoup d'initiatives, ou en tout cas, il y a des initiatives, mais il y a peu d'impact réel. Et il y a des entreprises qui sont structurées, qui ont une gouvernance, justement, ce qu'on appelle la gouvernance, qui priorisent les cas d'usage, qui vont cadrer les usages. Donc, il y a une notion de cadre qui est très important. Qui implique les métiers aussi, parce que c'est les métiers qui sont pourvoyeurs de besoins et qui ont besoin justement de quelque chose.
et donc qui ont des usages qui sont utiles, qui sont mesurables, et il y a une capacité de passer à l'échelle, d'industrialiser. Donc voilà, encore une fois, l'IA, elle va amplifier les organisations structurées, elle va désorganiser les autres. Donc si vous n'avez pas de structure, ça va amplifier ce chaos, ce brouhaha. Si vous avez une structure, que tout est très carré, que tout est très organisé, ça va amplifier cette structure et la possibilité de scale, ce qu'on appelle, d'industrialiser, de faire grossir cette structure avec les outils. Donc, une approche simple, pour terminer un petit peu sur ce sujet, une approche simple pour avancer, ça va être d'identifier, de prioriser, de cadrer et de déployer. C'est-à-dire qu'on va identifier où l'IA peut réellement créer de la valeur. Donc, c'est-à-dire ça va être des initiatives métiers, les tâches qui sont répétitives, tout ce qui est analyse documentaire, tout ce qui est support interne. Voilà, on a pris des cas d'usage un peu concrets avant. Donc, vous voyez dans vos entreprises si ces cas d'usage sont pertinents. Identifiez vraiment ce qu'on appelle les pain points en anglais, donc tous les points problématiques, toutes les choses qui sont embêtantes au quotidien. Priorisez, c'est-à-dire commencez par quelques cas d'usage. Prenez des choses qui sont vraiment utiles, qui sont réalistes, qui apportent des gains rapides, qui sont peu complexes, qui ont un impact mesurable. Voilà, prenez des choses faciles. Commencez par des petites choses. Si c'est de l'automatisation d'email, commencez par de l'automatisation email. Ne partez pas dans un chatbot qui va répondre à tous vos clients, par exemple. Partez dans quelque chose de simple, déjà pour vous aider, vous, à répondre à vos clients, par exemple. Trouvez des choses simples, déjà, pour commencer à utiliser, commencer à expérimenter, avoir des impacts réels, puis passer à l'échelle. Donc, cadrer aussi, bien sûr, cadrer, c'est-à-dire définir des règles simples pour un pilotage minimal. C'est-à-dire, on va valider des outils, on va valider les données qui sont autorisées. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme données? Les rôles et responsabilités, qui peut faire quoi dans les systèmes, et la mesure de ces résultats. Donc, c'est-à-dire, on va mesurer est-ce que les résultats sont bien atteints. Et ensuite, déployer, c'est-à-dire, on a une phase de test, une phase de mesure, une phase d'amélioration. Après, l'idée, c'est que ce soit adopté par les métiers. Donc, toutes ces initiatives qui commencent petits, l'idée, c'est de les faire grandir petit à petit et faire une adoption métier. Prenez en compte les retours des utilisateurs, les retours terrain, c'est très important. Les feedbacks vont vous permettre d'évoluer. Faites une amélioration continue. Donc, voilà, ça, c'est les principes ISO, c'est-à-dire le PDCA. C'est-à-dire que vous allez, par rapport à vos retours, améliorer en continu et passer progressivement à l'échelle. Ne partez pas d'un cas d'usage, par exemple, qui va desservir tous vos clients ou toute une partie de votre entreprise. Partez sur quelque chose de petit, respectez un cycle d'identification, priorisation, cadré et déployé pour avoir un premier cas d'usage d'IA qui fonctionne et faites-le passer à l'échelle ensuite. Donc le sujet, ce n'est pas d'aller vite, bien sûr, c'est de le faire de manière structurée pour avoir des résultats concrets. C'est ça qui est important. Donc, ce qu'il faut retenir de cette brève présentation, c'est que les usages IA vont continuer à se multiplier. Ça, c'est inéluctable, c'est quelque chose. L'IA, ça va continuer à se développer, ça va se développer de plus en plus dans les organisations, dans les entreprises. Vous voyez tous les jours des annonces de milliards d'investissements dans l'IA, dans les data centers, dans les infrastructures électriques, dans les infrastructures de diffusion. Donc, c'est des choses qui vont continuer. C'est quelque chose qui est lancé déjà. La révolution est déjà lancée de ce côté-là. Donc, dans les métiers, dans les opérations, dans le pilotage, dans les fonctions support, dans toutes les organisations, dans tous les domaines des organisations, l'IA va continuer à s'implémenter. La différence, elle se fera surtout dans la capacité à structurer. Donc, on a parlé de priorisation, de gouvernance, de pilotage, d'adoption. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça qui va faire vraiment la différence, c'est-à-dire comment vous allez être capable d'implémenter l'IA dans votre structure et dans vos usages quotidiens. Parce que c'est ça, la vraie révolution, ça va être le fait d'implémenter l'IA dans vos usages et dans votre manière de travailler au quotidien, comme l'a été le cas pour les ordinateurs, pour Excel, par exemple, qui s'est démocratisé dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, il y a à part quelques petits commerces, je pense que et même encore, je pense que toutes les structures ont des ordinateurs, ont cette capacité de communiquer par email. C'est des choses maintenant qui sont obligatoires pour tous les business et tout le monde le fait, tout le monde a son adresse email, tout le monde communique, tout le monde a des outils style Excel ou Word pour faire des présentations, pour faire des documents, pour faire de la relation avec leurs clients, etc. Donc aujourd'hui, l'IA va avoir ce rôle-là dans quelques années, ça commence déjà, mais dans quelques années, l'IA sera obligatoire et sera utilisée partout. Et donc, les organisations qui avancent dès maintenant prendront une avance, bien sûr, forcément. Si vous implémentez l'IA maintenant ou si vous l'implémentez dans 2 ans, vous imaginez bien que si vous êtes précurseur ou si vous êtes suiveur, on va dire, vous n'allez pas avoir la même efficacité, la même capacité d'exécution et la même capacité à exploiter justement le potentiel de cette technologie-là.
Donc, des premières étapes pour sortir un peu avec des choses concrètes de ce webinaire, ça va être déjà les premières étapes possibles, ça va être de cartographier les usages existants, donc de voir un petit peu ce qui peut être intéressant d'automatiser, comment l'automatiser, d'identifier les opportunités prioritaires, qu'est-ce qui va vous rapporter le plus de retour sur investissement, c'est-à-dire quelle est l'implémentation, quel est le cas d'usage qui va avoir un vrai retour et qui va vous permettre de vraiment vous débloquer. Et de définir un cadre simple de gouvernance, voilà, quelques règles simples, un outil, des rôles et responsabilités, des choses comme ça, qui vont vous permettre de commencer à travailler sereinement. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, bien sûr, c'est que l'IA ne va pas remplacer les organisations. On parle beaucoup d'arrêt de travail ou des choses comme ça, ou de licenciements massifs. Je pense plutôt qu'il y aura une redirection de la valeur et qu'il y aura des changements dans les entreprises. Donc, il va y avoir des changements, ça c'est sûr, mais ça ne va pas remplacer tous les employés. Il y a encore besoin d'intervention humaine, il y a encore besoin de validation, il y a encore besoin de contact humain, par exemple pour le commercial ou des choses comme ça. Donc voilà, ceux qui réussiront à profiter de l'intelligence artificielle et à exploiter son potentiel, ça va être ceux qui sauront l'intégrer intelligemment. Et donc, on va clôturer et passer à la phase de questions, justement. J'espère que vous aurez beaucoup de questions. Donc, merci à tous pour votre attention. Et puis, on va profiter de ces quelques minutes qui nous restent. Donc, j'ai un peu dépassé le temps. Mais voilà, j'espère que vous resterez quelques minutes supplémentaires avec nous pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Il y a une première question qui a été posée. Est-ce qu'une IA intégrée à une CRM a toujours ses limites de contexte? Alors, bon, toutes les IA déjà ont une limite de contexte. Maintenant, plus vous allez donner d'informations, plus votre contexte va être pertinent. C'est-à-dire, quand vous allez relier à votre CRM, automatiquement, vous allez avoir les données de tous vos prospects, de tous vos clients, de toutes vos offres, de toutes vos tarifications, structures de prix, etc. Donc, tous ces éléments-là vont largement augmenter les limites de l'IA. C'est-à-dire, pour vous prendre un exemple concret, si vous demandez à votre IA préférée de vous faire une offre commerciale par rapport à quelques éléments et que vous lui donnez juste quelques éléments, il va faire cette offre commerciale au mieux par rapport aux éléments que vous lui avez donnés. Si vous lui demandez de faire une offre commerciale ou un appel d'offres par rapport à tout un contexte métier, c'est-à-dire par rapport à toutes les offres que vous avez fait jusqu'à maintenant, tous les prospects que vous avez eus, toutes les conversations aussi que vous avez eues, parce que le CRM permet aussi de suivre toutes les conversations et tous les points de blocage ou au contraire les points qui ont permis de débloquer des ventes, forcément votre IA va être beaucoup plus performante et beaucoup plus pertinente dans les réponses et les recommandations qu'elle va vous donner. Donc, il y aura toujours une limite de contexte, bien sûr, mais vous imaginez bien que cette limite sera largement augmentée si toutes les informations sont renseignées correctement et si vous avez vraiment toutes ces informations-là mises en place dans votre outil. Encore une fois, ça va dépendre de la richesse des données et la richesse de ce que vous allez avoir dans votre outil. Donc ça dépend de comment vous avez rempli votre outil. Si vous avez un CRM dernier cri, mais qui est vide, c'est-à-dire que vous n'avez fait aucune offre commerciale ou que vous avez très peu d'informations dedans, la limite du contexte, ça va être vite atteinte. Si par contre, vous avez un CRM que vous utilisez depuis 10 ans et que vous avez toutes vos informations commerciales, tous les échanges que vous avez pu faire avec des prospects, avec des comptes rendus de réunions de chaque appel que vous avez pu avoir pour votre prospection commerciale ou pour votre fonction commerciale au sens large, vous allez avoir quelque chose de très poussé et qui aura très peu de limites au final. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vois qu'il y a une autre question sur la sécurité des données qu'on partage via les outils IA. Que dire concernant la sécurité des données qu'on partage avec les outils IA? Voilà, merci monsieur. Je pense que ça répond bien à la question précédente. J'ai vu, merci. Donc, oui, voilà. C'est un sujet vaste. On va essayer d'y répondre simplement. Alors déjà, ça dépend des modèles. C'est-à-dire que vous allez avoir des modèles, bien sûr, c'est des sociétés, donc à but lucratif. Donc, ils ont des modèles commerciaux qui leur permettent quand même de faire rentrer de l'argent, même si aujourd'hui, les modèles sont un peu bancals en termes de business model, c'est-à-dire que c'est beaucoup basé sur les investissements qui rentrent pour avoir un marché avant d'augmenter les prix. Je pense que vous l'avez vu sur n'importe quel outil.
voilà, il y a eu une augmentation progressive des prix. C'est quelque chose qui va continuer, parce que c'est des modèles qui ne sont pas viables à terme. De proposer un IA pour une dizaine d'euros, ce n'est pas quelque chose de viable à terme, au vu des coûts d'infrastructure, au vu des coûts de développement, au vu des coûts de recherche. Voilà, c'est quelque chose qui ne sera pas périn. Tout ça pour dire que vous avez des entreprises qui cherchent à gagner de l'argent. Donc, ces entreprises-là qui vont potentiellement monnayer vos données. Et vous avez des entreprises ou des initiatives qui sont plus isolées, donc ce qu'on appelle souvent les modèles open source, donc qui ont déjà une jauge de confidentialité qui n'est pas la même. Après, il faut savoir que beaucoup d'outils aussi sont américains. Donc, vous avez le Cloud Act qui permet à une entreprise américaine d'accéder aux données de n'importe quelle société américaine, peu importe où elle est basée. C'est-à-dire que même si elle est basée en Europe ou même si elle est basée dans des pays qui sont réputés pour sécuriser leurs données, la législation américaine permet, sous certains motifs, pas n'importe comment non plus, mais sous certains motifs, d'accéder aux données. Donc forcément, en prenant ça en compte, vous avez une sécurité ou une confidentialité, en tout cas des données, qui est relative. Maintenant, donc maintenant, le modèle, on va dire, extrême, qui permet d'être 100% souverain et 100% propriétaire de ces données et de les sécuriser au maximum, on va dire, ce serait de faire son propre modèle IA et de l'héberger soi-même. Maintenant, vous imaginez bien que ça demande des ressources importantes, des ressources, des puissances de calcul, des choses comme ça qui ne sont pas forcément faisables. Ça demande des ressources financières aussi importantes parce que c'est des choses qui ont un coût à mettre en place. Donc maintenant, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que des grosses sociétés permettent des modèles professionnels qui donnent certaine sécurité au niveau des données, au niveau de l'utilisation des données, au niveau de la confidentialité surtout. Maintenant, vous avez aussi les clouds principaux qui vous offrent une sécurité que vous pourrez très difficilement répliquer chez vous. C'est-à-dire, si vous choisissez de faire votre infrastructure, pour avoir un niveau de sécurité tel que Microsoft, par exemple, ou Google, vous imaginez bien que ce serait des sommes faramineuses qu'il faut dépenser. Et voilà, n'importe quelle structure n'est pas en mesure de faire ce genre de choses-là. Donc, si on parle d'un État, par exemple, qui souhaite être souverain sur ces données, c'est des choses qui peuvent être envisagées. Maintenant, si vous êtes une structure, je pense que la question ne se pose pas trop. L'idée, ça va plus être de voir comment sécuriser vos données par rapport aux modèles existants, c'est-à-dire d'utiliser les modèles existants, utiliser des modèles peut-être qui sont pro ou des choses comme ça, qui garantissent un peu plus de sécurité et de confidentialité au niveau de vos données. Donc, voilà. Bon. Encore une fois, c'est un sujet qui est compliqué. Il n'y a pas de sécurité absolue parce que même si vous faites tout en interne, vous avez toujours des risques de vous faire hacker ou d'avoir une attaque ou une compromission. Et voilà, c'est le cas, par exemple, si on prend les gros acteurs, pour reprendre Amazon, Google ou Microsoft, ils ont des centaines et des milliers d'attaques chaque jour et ils sont capables de les supporter justement et d'assurer un service quasiment à 100% parce qu'ils ont énormément d'investissements, énormément de data centers, énormément de personnes aussi, d'ingénieurs et autres qui permettent que ça tourne. Cette sécurité-là, encore une fois, vous aurez beaucoup de mal à la répliquer en tant que personne individuelle. Je ne sais pas si ça répond à la question ou du moins ça vous donne des éléments de réponse. Après, c'est un sujet qui pourrait prendre des heures de discussion parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais en tout cas, juste pour finir là-dessus, pardon, c'est moi. Juste pour finir là-dessus, partez du principe que tout ce que vous partagez avec l'IA est potentiellement public. Ce sera plus simple en termes de sécurité. On parle du cas du pire scénario, on va dire généralement. Il faut partir plutôt dans cette approche-là, c'est-à-dire tout ce que vous partagez, partez du principe que c'est public, ou en tout cas semi-public, parce que c'est public, on va dire, pour la société qui l'exploite. Mais partez de ce principe-là, ce sera plus simple pour votre sécurité et dans la manière dont vous aborderez le partage d'informations avec les IA. Il y a une autre question. Comment intégrer l'IA dans une entreprise qui utilise un système de management de type agile, par exemple? La vision de l'entreprise est bien différente dans ce type de management. Oui, après, c'est pas, c'est pas forcément bloquant ou c'est pas forcément une problématique à part. Ça va être plus un changement de mentalité, une manière différente de voir les choses. Mais les principes, on va dire, de base restent les mêmes.
C'est-à-dire qu'on peut toujours utiliser cette roue-là d'implémentation de l'IA où on va voir un peu les usages qui peuvent être intéressants. Alors, ça va peut-être être fait plus rapidement ou les POC, on va dire les proof of concept, vont être faits plus rapidement peut-être et de manière plus agile, hein, d'où le nom de la méthode. Mais en tout cas, dans le fonctionnement global, ça ne va pas forcément changer les règles de gouvernance, ça ne va pas forcément changer les rôles et responsabilités. Voilà, dans l'exécution, ça va être fait différemment, mais dans les principes, ça reste la même chose. Si ça peut répondre à la question. Je ne sais pas si c'était exactement ce qui était demandé et si ça répond suffisamment en détail. Je vois qu'on a dépassé déjà légèrement le temps prévu, donc je propose qu'on clôture du coup ce webinaire. Donc, merci Quentin pour cette intervention très, très concrète et merci à tous pour votre participation. Pour terminer, un petit mot sur OO2. Donc, OO2 est un organisme de formation et de consultance. On propose des formations, notamment sur l'IA, pardon, j'essaie de partager en même temps un lien, excusez-moi. Voilà, je viens de vous partager le lien vers nos formations sur l'intelligence artificielle. Donc, on a un catalogue de formations très complet avec des modules sur la montée en compétence de l'utilisation des outils IA, mais également la gouvernance IA ou encore des formations plutôt techniques sur l'IA générative, le traitement de données et machine learning. On a notamment une session en inter qui démarre la semaine prochaine pour se certifier IA-Bac expert, donc une formation qui s'adresse aux profils techniques pour maîtriser les concepts, outils et cas d'usage de l'IA et du machine learning. On propose également des formations, pardon, des missions de consultance. Donc, on peut vous accompagner pour structurer et déployer les usages l'IA en entreprise. Et on propose des cursus de formation pour devenir, par exemple, le chef de projet IA ou ingénieur pour l'IA. Voilà. Si vous avez des questions ou des besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail qui s'affiche, contact@oo2.fr. Et puis, on pourra discuter plus en détail sur vos besoins et ce qu'on peut vous proposer concrètement. Voilà, donc merci beaucoup, merci à tous pour votre participation et je vous souhaite tous une excellente journée. Merci à tous. Une bonne journée.